Bonsoir à tous, bonjour à tous, c'est Antoine Kirchner, votre radiologue ostéo-articulaire préféré des réseaux sociaux, et il est grand temps de faire la correction du cas clinique dont je vous ai parlé et que j'ai posté récemment sur mon TikTok et mon Instagram, et honnêtement, j'ai été super impressionné par toutes les réponses, tout l'engagement qu'on a eu sur ce cas clinique qui montre que oui, des fois, la radio, même si c'est un peu la modalité d'imagerie qui, nous apporte pas forcément autant de réponses que le scanner, l'IRM, eh bien des fois, on peut lui faire dire beaucoup de choses et on peut en tirer des informations très utiles pour les patients. Mais j'arrête de perdre du temps et c'est parti pour la correction. Pour commencer, je vous ai réaffiché les radios face et avant-pied déroulé ici, où on peut voir les différentes anomalies et on peut analyser les clichés. Ensuite, on pourra zoomer un petit peu plus parce que des fois c'est vraiment indispensable et dans ce cas en particulier, il y a des petites choses à voir où c'est important de zoomer. Donc pour commencer, c'était quoi l'histoire? Eh bien, c'est une femme qui est relativement âgée, hein, qui a 78 ans de mémoire, et qui est adressée par son médecin. On a une ordonnance qui a des informations cliniques pertinentes, qui nous dit qu'elle présente des douleurs importantes d'horaire inflammatoire au niveau de l'articulation MTP1, donc c'est-à-dire l'articulation ici de la base du gros orteil, métatarso-phalangienne du premier rayon, et que le médecin suspecte une crise de goutte. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas la goutte, c'est une arthropathie microcristallinienne qui est liée à la présence de dépôts d'urate de sodium à l'intérieur de l'articulation. Elle se manifeste également par des dépôts dans les tissus mous qu'on appelle des tophies, des espèces de boules un peu disgracieuses, blanchâtres, relativement fermes, qui peuvent se développer à différents endroits dans le corps et qui font partie des éléments diagnostiques et qui peuvent gêner et également qui occasionnent une partie de la sémiologie radiologique. Beaucoup de gens ont participé à ça et quasiment personne m'a dit que c'était une crise de goutte. Il y a quand même quelques personnes qui ont confirmé le diagnostic et d'autres qui ont évoqué d'autres diagnostics possibles. On va déjà analyser toutes les anomalies qu'on voit sur la radio et je vous avais dit qu'il n'y avait pas que ça à voir. Il y avait certes sur ces radios le diagnostic de la patiente qui est écrit, mais pas que. On voit également un autre diagnostic, en fait une autre anomalie qu'on peut affirmer sur ces radios qui est pertinente à décrire pour la prise en charge de la patiente, et trois petites variantes anatomiques, curiosités radiographiques, qui sont juste intéressantes pour nous à reconnaître, parce que des fois elles sont pertinentes, mais là c'est pas le cas. Allez, c'est parti, on va commencer par les petites anomalies. Donc je vais afficher les images un peu en plus grand pour commencer. Et on va commencer par la radio de face. Donc les petites anomalies, il y a beaucoup de gens qui les ont vues, en ont vu une partie. Une des choses qu'on peut remarquer, ici, vous voyez là, il y a un petit ossicule qui est en superposition de la tête du premier métacarpien. Ce petit ossicule, à cet endroit-là, il a un trait radioclair, un trait sombre à l'intérieur. Alors est-ce que c'est une fracture? Peu probable, vu l'aspect en fait, le fait que ce soit le sésamoïde médial, que le sésamoïde soit plus grand que le sésamoïde latéral ici, un petit peu plus allongé en fait, vous voyez, il est un peu plus long qui n'en est pas une clinique qui corresponde avec une fracture, hein. Il faudrait un traumatisme, ou au moins des micro-traumatismes répétés. On peut voir ça chez des gens qui font de la course à pied de façon intense. En fait, c'est simplement une variante anatomique, c'est ce qu'on appelle un sésamoïde médial, puisque c'est comme ça que s'appelle ce petit os, un ossicule sésamoïde, bipartite. C'est lié à une fragmentation de son noyau d'ossification lors de l'adolescence. Cette dame, elle a ça depuis très longtemps. Donc, juste intéressant à remarquer, pas important, pas pertinent. Deuxième chose, hop, on va grimper un petit peu, zoom. Beaucoup de gens ont remarqué l'aspect bizarre ici du tubercule du naviculaire. Donc ce qu'on voit, c'est qu'il y a un os en plus ici, et là il y a un liseré radioclair un peu irrégulier, c'est pas une fracture, et on va le regarder dans un autre angle pour que vous compreniez mieux ce à quoi ça correspond. Voilà, j'ai affiché le profil, hein, et en fait là on le voit ici, l'os en question, il est là, puis il y en a un deuxième qui est accroché ici. Si on regarde de nouveau sur la face, on voit que ça donne... Oh, c'est un petit peu loin, attendez. Ouh, ça donne... C'est ça. Donc ça, c'est un os séparé, qu'on appelle un ossicule naviculaire accessoire. Il y a différents types d'ossicules naviculaires accessoires qui sont possibles. Le type 3, en fait, c'est juste un aspect très proéminent de l'os naviculaire, qui est ici, qui forme une boule osseuse, qui peut faire un peu vraiment une bosse qu'on peut ressentir sur le pied. Mais à part ça, il fait que ça puisse frotter dans la chaussure. Généralement, ça pose pas de problème. À l'opposé, il y a l'ossicule de type 1, qui est comme celui-ci, mais en plus petit, tellement petit en fait que l'ossicule en question est intégré à l'intérieur du tendon qui s'accroche en partie à cet endroit-là, qui est le tendon tibial postérieur. Et c'est un des fléchisseurs du pied et un des tendons les plus importants pour le maintien de la forme du pied, de l'esthétique du pied.
Et cet ossicule, en fait, c'est juste un ossicule sésamoïde à l'intérieur du tendon qui généralement n'occasionne aucun symptôme particulier, mais qui est visible en radiographie. Et enfin, on a celui qui peut poser le plus de problèmes, c'est le type 2. Il est assez gros et il forme une pseudo-articulation avec la base avec le tubercule du naviculaire. Dans certains cas, ça peut occasionner une inflammation de cette articulation, pseudo-articulation, surtout quand il y a une forme avec du cartilage qu'on appelle une synchondrose. Ça peut faire de l'œdème et c'est une cause de douleur de la partie médiale du médio-pied, souvent associée à des microtraumatismes répétés, pratiques de la course, du sport chez les adolescents, les adultes jeunes, mais ça peut faire mal à tout le monde qui a cette variante anatomique. Chez cette patiente, manifestement, ce n'est pas le problème. Donc, un ossicule naviculaire accessoire de type 2, un ossicule sésamoïde. Est-ce que le troisième truc dont je vous parle, c'est aussi un ossicule? Bah oui, vous avez deviné. Il n'est pas visible sur le cliché de face. On va afficher le cliché d'avant-pied déroulé. Attendez, j'y arrive. Oh, c'est compliqué, hein. Voilà. Et je parle de celui-ci. Alors celui-là, il est très très fréquent. Beaucoup de gens l'ont identifié sur les radios. C'est un ossicule péronéum. Alors, il y a une dernière chose, j'ai déjà parlé de l'ossicule péronéum dans son syndrome douloureux. La majorité du temps, quand on a un ossicule péronéum, ça n'a aucune importance, ça ne fait rien. Mais ça se voit. Ça, c'est un ossicule accessoire également, sésamoïde, situé à l'intérieur du tendon long fibulaire, qui a un trajet depuis l'arrière là, de la malléole latérale, qui se courbe à cet endroit-là, part ensuite à l'horizontale à cet endroit-là, puis ensuite va partir en diagonale sous le pied pour aller rejoindre la base du premier métatarsien. Et ici, vu qu'il se courbe, il y a occasionnellement la formation d'un ossicule sésamoïde, puisque c'est là que se forment les ossicules sésamoïdes, dans les tendons, dans les zones de courbure. Et voilà, ça fait un petit os qu'on appelle os péronéum. Alors quelqu'un d'autre a remarqué dans les commentaires qu'il y avait un aspect prominent ici de la base du cinquième métatarsien. Ça, c'est pas exactement une variante anatomique, c'est en fait la zone d'insertion de l'autre tendon fibulaire, le court fibulaire, qui s'accroche à cet endroit-là, et qui a un anthésophyte, c'est-à-dire une minéralisation osseuse de sa zone d'insertion. C'est fréquent avec l'âge, l'apparition des anthésophytes. C'est lié à des phénomènes de traction, peut-être de microtraumatisme des tendons et une minéralisation qui se forme à l'insertion des tendons. Les gens, ça dépend. Il y a des gens qui ont plus tendance à avoir l'apparition de panthésophytes à leur insertion tendineuse que d'autres. Des fois, c'est associé à des pathologies des tendons et des douleurs, des tendinopathies qu'on appellerait d'insertion. Dans ces cas-là, bon, là, à l'âge de la patiente, et vu qu'elle ne se plaint pas de douleur à cet endroit-là, ça n'est honnêtement même pas pertinent à mentionner, mais bon voilà, on peut remarquer, il y a un aspect un petit peu pointu de la base du cinquième métatarsien. Donc voilà, on a éliminé, on en est déjà à 7 minutes 50 de vidéo, et j'ai toujours pas commencé à parler des choses importantes et du diagnostic, donc attendez, on y arrive. Alors, vu que je déteste commencer par ce qui est important, et c'est même vrai d'ailleurs dans mes comptes rendus où généralement je mets toutes les choses pas importantes d'abord, et ensuite je mets en gros ce qui est important, ce qui est, je sais pas si c'est très intelligent, mais je sais pas, j'aime bien faire comme ça, et ben on va parler de ce qui est intéressant, important, mais qui n'est pas la raison pour laquelle la patiente vient. Et je parle de ceci. Donc des gens ont remarqué l'aspect bizarre de ces articulations. Alors, vous voyez, voilà, c'est l'articulation métatarso-phalangienne, la cinquième, quatrième, troisième, deuxième et premier rayon. Les articulations métatarso-phalangiennes doivent ressembler à ça. Vous voyez, voilà, une articulation normale, une tête de métatarsien, une phalange, un petit espace clair qu'on appelle l'interligne articulaire, qui est lié à la présence d'un cartilage qui est pas visible, qui est transparent en radio, donc ça fait un espace vide. Et on remarque que là, il y a un pincement, plus qu'un pincement en fait, une sorte de chevauchement, hein. La base de l'articulation, vous savez, je mets ma souris là, la base de l'articulation, enfin de la phalange, elle est ici, alors que la tête du métatarsien, elle est là. Vous voyez, là c'est un aspect normal, un aspect normal. Là, la phalange, elle est désaxée, au lieu d'être par là, elle part sur le côté, là, latéralement. C'est-à-dire, elle part latéralement, puis il y a carrément un chevauchement. Donc pour les gens qui ne connaissent pas cet aspect-là, j'ai vu quelques commentaires qui ont fait le diagnostic correctement. On appelle ça une déformation en griffe. C'est spécifiquement un terme qu'on donne pour les articulations métatarsophalangiennes, parce que ça fait que, en fait, on a un aspect d'orteil qui, au lieu d'être bien comme ça, eh bien, il se retrouve rétracté comme une griffe et en flexion. Alors, je ne peux pas trop le faire avec mes doigts, parce que moi, mes doigts, ils sont pas abîmés. Mais voilà, ça donne le pied et oui, et l'orteil qui se rétracte comme ça. Cette griffe, elle est liée au fait qu'il y ait une structure articulaire importante, qu'on appelle la plaque plantaire, qui est déchirée. La structure en question, la plaque plantaire, pardon, ma main est très brillante, c'est comme au niveau des doigts, la même chose dans les plaques palmaires, et c'est ce qui fait que vos doigts, ils peuvent pas aller, ouais, ils peuvent pas dépasser 180 degrés en extension, hein. Mon artère phalangienne, elle fait comme ça, hop, je rapproche là, hein. Et si j'essaie d'aller plus loin, ça coince, hein. Si vous essayez de faire ça, si vous n'êtes pas hyper laxe, votre doigt, normalement, il dépasse pas 180 degrés, donc 0 degré d'extension, en fait.
Ça, c'est lié au fait qu'il y ait ce fibrocartilage à la face palmaire, donc plantaire au niveau du pied, qui empêche l'hyperextension et le fait que l'orteil aille vraiment vers le haut et vers l'arrière. Sauf que chez cette patiente, la plaque plantaire a été déchirée ici, en latéral, elle est partiellement déchirée, ce qui fait que c'est dévié latéralement, et là elle est complètement déchirée, et la phalange ici, ça ne se devine pas très facilement sur la face qu'on n'a pas l'habitude, mais en fait elle est située dorsalement, elle est située sur le dos du métacarpien avec la phalange rétractée proximalement parce qu'elle est tirée par les structures tendineuses, notamment les extenseurs. On peut le comprendre en regardant le cliché de profil, et sinon en regardant le pied de la patiente, mais on est radiologue, on ne regarde pas les gens, vous êtes pas fou vous. Donc attendez, je vous montre ça. Hop, voilà, sur le profil, il faut que je me cache. Vous voyez, ici, je mets avec la souris, on a la tête, je pense que ça c'est le troisième méta, et le quatrième il est en superposition. Il est ici, là, à cet endroit-là. Et bien là, vous avez la tête du métatarsien, elle est là, et le quatrième phalange, enfin la première phalange du quatrième rayon, elle est rétractée dorsalement ici. Et c'est pour ça qu'il y a cet aspect de chevauchement sur les clichés de face. Voilà, qui donne cet aspect anormal. Donc cette patiente, elle a une rupture des plaques plantaires, du quatrième rayon qui est complète avec rétraction de la phalange, et du troisième rayon qui est partiel avec une déviation latérale de la troisième phalange. Ça, c'est des problèmes microtraumatiques, ça peut être également post-traumatique, ça peut être favorisé par différentes anomalies de la forme du pied, comme par exemple un pied creux qui augmente l'appui sur les têtes des métatarses, et le fait, c'est plus fréquent chez les femmes qui portent beaucoup des talons hauts avec un excès d'extension et un appui très prononcé sur les têtes métatarsiennes. Bon, voilà, intéressant et plus pertinent peut-être à reconnaître chez des patientes plus jeunes, mais néanmoins, cette patiente se plaint probablement de douleur ou de sa griffe. En tout cas, c'est des informations qui sont intéressantes à décrire. Donc maintenant, on en arrive à la question finale. Est-ce que la patiente a une crise de goutte, oui ou non, hein? Je vous bassine là depuis 12 minutes avec mes histoires. Et on arrive enfin au diagnostic. Donc, je vous le dis tout de suite, non, ce n'est pas une crise de goutte. C'est effectivement une arthropathie microcristallinienne, mais c'est pas une crise de goutte. Donc, une arthropathie microcristallinienne, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a une maladie de l'articulation qui est la présence de microcristaux. D'accord? Il y en a trois grands types, principalement. Il y a la goutte, avec les cristaux d'urate de sodium, dont je vous ai parlé, qui est plus fréquente chez les hommes, les gens qui ont un excès de consommation de viande, de certains types de viande, un excès de consommation de fructose, les gens qui boivent beaucoup de soda, et éventuellement des maladies métaboliques. Souvent, c'est des hommes d'une cinquantaine, soixantaine d'années qui ont ce genre de consommation. Il y a la chondrocalcinose articulaire, en tout cas une forme, donc c'est la maladie liée au dépôt de pyrophosphate de calcium, et il y a la maladie liée à l'accumulation de cristaux d'hydroxyapatite. C'est deux autres types de cristaux, d'accord, qui sont à base de calcium. Et dans le cas présent, on a quelques éléments qui nous orientent non pas vers la goutte, et je vais donner déjà les éléments qui sont en défaveur de la goutte, mais plutôt vers une arthropathie à dépôt de pyrophosphate de calcium, une chondrocalcinose articulaire. Donc, qu'est-ce qu'on remarque sur les radios qui nous permettent d'arriver à cette conclusion? Déjà, premièrement, la goutte, même si c'est effectivement généralement le premier métatarsien qui est touché, ce qu'on remarque, c'est que certes, on voit là des calcifications, ok, on va y revenir, mais il n'y a aucune érosion articulaire. Donc, les érosions, c'est des trous dans l'os. Dans la goutte, elles sont généralement extra-articulaires. Elles ne sont pas situées à proximité de l'intérieur articulaire, elles ne sont pas situées sur les côtés, vraiment sur les zones où il y a des replis de ce qu'on appelle la synoviale articulaire, le tissu qui est inflammé dans les rhumatismes en général, et en particulier les rhumatismes inflammatoires. Et donc, ce qu'on voit dans la polyarthrite rhumatoïde, c'est des érosions liées à l'inflammation importante et une hypertrophie de la synoviale qu'on appelle un panus, qui vient grignoter les parties périphériques de l'articulation de l'interligne articulaire. Dans la goutte, c'est généralement un petit peu plus à distance, c'est un peu plus par ici, un peu plus par là. Mais surtout, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans la goutte, les érosions, elles ne sont pas liées à une inflammation de la synoviale, elles sont liées à l'existence de tophus. Tophi au pluriel, c'est du latin. Et donc les tophies, c'est des boules dans les tissus mous, des boules d'accumulation de substances amorphes qui contiennent des microcristaux qui sont très finement minéralisés et qui sont légèrement plus opaques que les tissus normaux. Et donc on en voit en radio, on en voit l'ombre, on voit des boules. Alors là, ce qu'on voit, c'est un épaississement des tissus mous lié à l'inflammation de l'articulation et probablement à la présence de liquide dans l'articulation. Mais moi, je ne sais pas pour vous, je ne vois pas une boule à cet endroit-là, je ne vois pas une boule à cet endroit-là, j'en vois nulle part ailleurs.
Donc là, on ne devine pas en tout cas de tophus au niveau de cette radio et on n'en voit certainement pas la manifestation sous la forme d'érosion. Deuxièmement, comme je l'ai dit, on voit des calcifications. Et ces calcifications, elles sont là, elles sont linéaires, elles sont ici, elles suivent la surface articulaire. Et si on zoome un petit peu, attendez, j'y arrive. Voilà, j'ai agrandi un peu l'image, hein. C'est sûr, c'est plus facile comme ça, hein, que quand c'était sur le téléphone au tout début. Et ben, si vous regardez bien là, vous voyez, elles sont comme ça, et puis il n'y en a pas que dans l'articulation MTP1. La patiente apparemment ne se plaint pas de symptômes au niveau de l'articulation MTP2, mais pourtant, ici, il y a des calcifications, et clairement elles sont à l'intérieur de l'articulation ou leur localisation. Ce ne sont pas des calcifications vasculaires, on voit aucune calcification des artères ailleurs dans la radio du pied, même si je dézoome, et c'est pas une calcification focale avec une érosion articulaire adjacente, il y a de nombreuses calcifications et elles touchent deux articulations. Donc pour ce qui est de l'hypothèse de la maladie au dépôt d'hydroxyapatite, hein, la tendinopathie calcifiante, mais aussi ça peut se retrouver dans les articulations à plein d'autres endroits, ça colle pas trop, parce que ça aurait pu être éventuellement une hypothèse, il y a une calcification d'hydroxyapatite qui s'est résorbée dans l'articulation là, MTP1, et ce qu'on voit c'est du lait calcique qui flotte dans l'articulation. Ça colle pas parce qu'il y en a aussi dans l'articulation d'à côté, et bon, c'est vraiment d'un point de vue épidémiologie pas du tout le plus fréquent dans le contexte d'une patiente âgée de 78 ans. Et enfin, je peux vous montrer sur le profil à quoi ressemblent les calcifications. On va zoomer de nouveau, hop, pardonnez-moi, vous voyez là, on devine un petit peu les fines calcifications ici. Si vous regardez bien, attendez, hop, on va prendre la souris. Elles suivent vraiment la surface articulaire, c'est courbe et ça suit la surface du cartilage de la tête du métatarsien. Donc ça ne peut pas être de la goutte. La goutte, ça ne fait pas des dépôts calciques suffisamment denses pour être visibles en radiographie. On voit l'ombre nuageuse des tophus. En scanner, on voit les calcifications, mais elles sont beaucoup moins denses, elles apportent beaucoup moins les rayons X. Ce n'est manifestement pas un dépôt d'hydroxyapatite. Par contre, ce sont des calcifications fines, denses, situées à la surface du cartilage et à l'intérieur de l'articulation, aussi bien la MTP1 que la MTP2. Chez une patiente âgée de quasiment 80 ans, même si ça n'est pas la localisation typique, parce que la chondrocalcinose articulaire touche généralement la symphyse pubienne, les genoux, le rachis, euh, ça ne peut être que ça. Donc, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? Cette patiente ne fait pas une crise de goutte, mais elle fait une crise d'arthropathie microcristallinienne, et c'est très probablement une maladie à pyrophosphate de calcium, donc une chondrocalcinose articulaire en phase inflammatoire aiguë. Et c'est important parce qu'il existe des thérapeutiques spécifiques proches du traitement de la goutte, hein. On peut mettre ces patients sous de faibles doses de colchicine, des traitements anti-inflammatoires qui permettent de soulager de façon très importante ces poussées d'arthropathie. Et le fait qu'elle ait une crise d'arthropathie à dépôt de pyrophosphate de calcium au niveau du gros orteil fait supposer qu'elle en a probablement dans les articulations qui sont généralement plus touchées, possiblement au niveau des poignets, très certainement au niveau de la symphyse pubienne, des genoux, peut-être au niveau de la colonne. Et donc en la traitant pour son arthropathie, sa chondrocalcinose, peut-être que ça permettrait également un soulagement de ses symptômes dans d'autres articulations. Et pour cela, on aura besoin de nos amis, les rhumatologues. Voilà, bon, c'était long, c'était très détaillé. J'espère que ça a permis d'éclaircir les idées et que ça vous a permis de voir comment moi, en tout cas, j'ai raisonné devant ces images. Collectivement, franchement, c'était génial dans les commentaires. Il y avait beaucoup de bonnes idées. J'ai vu pas mal de gens parler de polyarthrite rhumatoïde devant l'orientation des métatarsiens, hein, ici. Hop là. Ah, parce que c'est très délicat ce truc. Voilà, hop, on dézoome. Là, en regardant l'orientation ici des articulations MTP 3 et 4, mais c'était par méconnaissance du phénomène des ruptures de plaques plantaires et de rétraction en griffe. Aussi, en poussant le raisonnement jusqu'au bout, si on a une polyarthrite rhumatoïde qui va au stade de la déformation articulaire, généralement il y a d'autres signes. Et là, il n'y en a aucun. Il n'y a pas la déminéralisation, il n'y a pas d'érosion, il n'y a pas de pincement articulaire qui arrive quand même précocement dans la polyarthrite rhumatoïde en comparaison avec d'autres causes d'arthropathie. Donc c'était pas cohérent. C'était voilà, une bonne idée, mais c'était pas ça. Et quand on connaît le phénomène des rétractions en griffe,
on ne refait plus la même erreur. Voilà, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Si vous aimez ce type d'explication détaillée pour mes cas cliniques, s'il vous plaît, mettez-le moi en commentaire, envoyez-le-moi en DM et surtout, bah, suivez-moi sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok, comme vous voulez. Juste participer à mes cas cliniques, ça me donne l'impression de ne pas parler tout seul face à mon écran. Voilà, merci pour votre attention et à une prochaine les amis.